Depuis le début de l'année, on a eu pas mal de changements de coach en Ligue 1. On a vu des changements à Strasbourg, à Rennes ou encore à Marseille dernièrement. Et sur ces trois clubs-là, j'ai remarqué qu'ils utilisaient exactement la même formation au tout début, celle qui fonctionne le mieux pour eux, et ce dispositif-là, c'est un 4-2-3-1. Donc aujourd'hui, j'ai voulu m'intéresser au 4-2-3-1 et voir pourquoi ce système est si performant. En effet, il a été performant historiquement avec le Manchester City de Guardiola, avec un Bayern aussi très fort à l'époque 2010-2011, mais également aussi au Grand Milan de l'époque. Et aujourd'hui, le 4-2-3-1 est peut-être le dispositif le plus utilisé par les équipes des 5 grands championnats, mais même dans le football en général. Donc aujourd'hui, je vais simplement te montrer pourquoi ce dispositif-là est si puissant. Donc au-delà d'être un dispositif utilisé, c'est un dispositif qui marche, on le voit notamment avec Marseille, qui fait une bien meilleure deuxième mi-temps en 4-2-3-1 contre Brest, qui gagne ensuite contre Marseille. Je reviendrai pas sur Toulouse parce que ça va encore blesser les supporters marseillais. Ça fonctionne à Rennes, 4-2-3-1 sur 3 matchs pour Rennes, 3 victoires. Et ça marche également à Strasbourg, qui a changé d'entraîneur en janvier, et pour lequel ça fonctionne. Si on élargit un petit peu au niveau européen, Michael Carrick utilise le même dispositif depuis qu'il est arrivé en janvier à la place d'Amorim, et pareil, les résultats parlent pour lui. Donc décryptons ce dispositif en 4-2-3-1. On commence avec les deux défenseurs centraux. Bon, évidemment, aujourd'hui, les défenseurs centraux ont une nouvelle mission, c'est avoir du jeu ballon au pied. Et cette formation demande de la qualité technique, notamment pour faire ressortir les ballons de derrière. La meilleure combinaison de deux défenseurs, c'est deux défenseurs qui sont techniques, avec notamment un des deux qui a une qualité sur le jeu long, notamment pour essayer de trouver un attaquant qui va jouer de la déviation plus haut sur le terrain. Et souvent, le deuxième défenseur a une meilleure qualité ballon au pied pour ressortir les ballons par des passes courtes. Du côté des latéraux, ils doivent avoir énormément d'endurance, parce que leur rôle c'est d'avoir la capacité à soutenir les attaques de l'équipe, mais aussi de revenir et de pouvoir défendre. Sous Pep Guardiola, on a eu quelques joueurs qui se sont insérés au milieu de terrain, modifiant un petit peu le poste, mais encore une fois, on parle à une élite de joueurs et tous ne sont pas capables de le faire. Aujourd'hui, les deux latéraux de Rennes, par exemple Quentin Merlin et Najida, profitent du changement d'entraîneur et de Francaise et sont plutôt performants avec Rennes, en participant aussi bien offensivement que défensivement. Du côté du milieu de terrain, on retrouve 2 milieux défensifs et 3 milieux offensifs. Parlons d'abord des milieux défensifs. Généralement, on en a un des deux qui a un profil plutôt défensif, récupération du ballon et aussi organiser le jeu. Évidemment, les deux doivent avoir une qualité technique forte pour faire progresser le ballon, c'est le lien entre la défense et l'attaque. Mais à l'image du Stade Rennais, généralement, on a un des deux qui reste plutôt bas dans l'organisation du jeu, pendant que celui d'à côté est plutôt box-to-box et va proposer vers l'avant. C'est le cas du coup avec Rennes, avec Rongier qui a en plus un rôle d'organisateur, tandis que Mady Camara lui a un vrai rôle de box-to-box où il participe offensivement et pour le coup devient efficace face au but. Du côté des milieux offensifs, on retrouve deux ailiers qui doivent avoir une qualité de dribble, une qualité de percussion en 1 contre 1 pour dépasser les défenses adverses. Alors que du côté du numéro 10, on cherche plutôt une qualité technique et surtout de la passe, et bien évidemment aussi de la vision de jeu pour exploiter les failles de la défense adverse. Du côté du numéro 10, le meilleur exemple c'est Bruno Fernandes de Manchester United qui a ce rôle de numéro 10 dans la peau, c'est son meilleur poste et qui est le meilleur exemple d'un 4-2-3-1 avec un bon numéro 10. Du côté des ailiers, je vais partir plus en exemple du côté de Marseille où on a Greenwood et Pachao qui sont deux joueurs de 1 contre 1 et qui symbolisent l'efficacité d'un 4-2-3-1 avec deux ailiers forts. Du côté de l'attaquant, on peut avoir des profils physiques qui sont différents. On peut avoir un Esteban Le Pol qui va être petit, qui va avoir les mêmes tâches qu'un Ludovic Ajorc qui mesure plus d'1m90. Que ça soit l'un ou l'autre, ils ont le rôle d'être physiquement solides, de résister aux défenseurs, et que ça soit sur le jeu aérien ou sur le jeu balle au pied, c'est d'avoir cette capacité de dévier et de faire des remises avec les autres joueurs. L'attaquant joue un rôle souvent de faux numéro 9, où il va venir décrocher dans le jeu pour le faire progresser.
Passons maintenant aux forces offensives de ce 4-2-3-1. Le principal atout de ce dispositif, c'est la couverture de l'espace du terrain. En effet, l'espace est totalement couvert et en plus la distance entre les joueurs est courte. Et le milieu offensif peut notamment se décaler sur un côté pour créer du surnombre avec son ailier. Dans l'organisation du jeu en partant de derrière, ce dispositif est idéal pour la construction du jeu. Généralement, on a deux défenseurs centraux qui s'excentrent, on a un milieu défensif qui vient s'insérer entre ces deux défenseurs centraux et deux latéraux qui montent plus haut sur le terrain pour étirer le pressing adverse. La formation peut donc ressembler à un 3-3-1. Quand on passe la ligne médiane et qu'on passe dans la partie plutôt offensive, le numéro 10 a un rôle plus qu'important pour déstabiliser l'équipe adverse, et la relation avec son numéro 9 est plus qu'importante. Comme on voit avec le Bayern, les 4 offensifs peuvent échanger leur position et créer du déséquilibre. On a souvent aussi des latéraux qui participent au jeu et qui montent sur leur côté pour aider leur ailier et créer du surnom. Dans la phase finale d'attaque, l'équipe peut se retrouver dans une structure comme un 2-4-1-3 ou bien même un 2-4-4. L'objectif principal étant d'étirer la défense et de faire des centres dans la surface. On a pu voir que du coup le dispositif est ultra intéressant du côté offensif. Mais maintenant on va s'intéresser aussi sur la partie défensive et pourquoi ça fonctionne aussi bien. Il y a souvent 4 joueurs qui sont disponibles pour arrêter les contre-attaques, et ça demande un contre-pressing de la part de l'équipe entière. Et souvent dans la partie défensive, l'équipe peut s'organiser de deux manières différentes. Elle peut se déplacer en 4-4-2 avec le milieu offensif qui va venir rejoindre l'attaquant pour aller presser notamment les défenseurs centraux adverses, ou bien le milieu offensif peut revenir sur la ligne des milieux de terrain et créer un 4-5-1 avec l'attaquant qui va être le seul chasseur de ballon entre guillemets à la construction. Cette deuxième manière de défendre oblige l'équipe adverse à faire sa construction en passant par les côtés. Et forcément, passer par les côtés est synonyme de moins danger à part sur des centres. Mais lorsque les côtés sont très bien défendus et qu'on a une charnière centrale qui est capable d'être fort dans le duel aérien, ce bloc défensif est très dur à déstabiliser. Et c'est pour ça qu'on a d'un côté une équipe de Rennes qui fonctionne très bien avec deux défenseurs centraux qui sont forts dans ces duels aériens, et de l'autre côté on a une équipe de Marseille qui est défaillante dans ce secteur et qui du coup encaisse des buts. On l'a vu notamment contre Toulouse ou on l'a encore vu contre Brest. Alors ne vous inquiétez pas, ce dispositif-là a quand même quelques faiblesses. En effet, la première faiblesse, elle se retrouve un peu moins parce qu'aujourd'hui on a très peu de dispositifs qui jouent à deux attaquants. Sur un dispositif en 4-4-2 par exemple, obligerait les deux défenseurs centraux à être en 1 contre 1 défensivement. Et ça peut poser des problèmes. Ça peut poser des problèmes si un des deux attaquants décroche et du coup emmène son défenseur avec lui et déstructure la défense. Ça peut être aussi un problème si les deux gabarits sont capables de jouer sur des ballons aériens et déstabilisent les deux défenseurs. La deuxième faiblesse, c'est qu'avoir 3 lignes de défense, c'est-à-dire en 4-4-2 ou bien en 4-5-1, si les milieux se déplacent mal et défendent dans les mauvaises zones, on peut vite se retrouver avec de l'espace entre les lignes, et notamment de l'espace devant la défense. Et la troisième faiblesse, c'est qu'avoir 4 offensifs, il faut être sûr que ces offensifs-là redescendent à la perte de balle. Généralement, on sait, les joueurs qui ont des qualités offensives ne sont pas très intéressés par les tâches défensives. Et pourtant, ils ont un rôle primordial parce que si ils ne participent pas à la transition défensive, l'équipe peut vite se retrouver coupée en deux, et une équipe coupée en deux est une équipe qui n'a plus de lien, que ce soit défensivement ou offensivement, et là on se retrouve avec de grandes difficultés. Donc pour conclure, ce 4-2-3-1 est l'une des formations les plus excitantes à regarder et qui produit le plus de résultats. Les distances courtes entre les joueurs permettent d'avoir des combinaisons et un jeu très technique qui est très intéressant à regarder. Et c'est pour ça que ce schéma se retrouve dans les grandes équipes et qu'elle est utilisée par de grands entraîneurs, mais également utilisée par des entraîneurs qui viennent d'arriver. La structure est facile à mettre en place et ça permet de reconnecter les joueurs entre eux après une démission d'un coach. Ce dispositif-là est utilisé par la majorité des équipes en Europe et ce n'est pas anodin parce que c'est un dispositif qui gagne.